Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour un autre numéro de Eco Hebdo, votre magazine économique sur la première chaîne panafricaine. Africa Télévision, ce soir, nous recevons sur le plateau de votre magazine deux invités de marque. Le premier invité, et non le moindre, Dr Aboudraman Koulibaly, ancien chercheur à l'Université de Bamako. Bonsoir, docteur. Bonsoir, M. Diakité. Je vous remercie également de l'opportunité que vous m'accordez. Je jette également un clin d'œil à nos amis téléspectateurs de Libreville N'Djamena. Merci, qui réagissent beaucoup d'ailleurs à nos différents plateaux. Et je profite d'ailleurs, avant de présenter notre deuxième invité, pour présenter nos condoléances à la famille de Alioune Ndiaye, fidèle téléspectateur qui malheureusement au niveau de Dakar nous a quittés. On présente toute l'équipe de cette émission et notamment la grosse équipe de la direction d'Africa Télévision. Nos condoléances à cette famille éplorée et que l'âme du disparu soit accueillie au paradis. Voilà. Et à nos fidèles téléspectateurs de Dakar, nous leur disons bonsoir. Deuxième invité, c'est Moussa Kaba Diakité. Il est expert des questions environnementales. Docteur, bonsoir également. Bonsoir, monsieur. Et merci, vous êtes à votre premier passage sur le plateau de Eco Hebdo. Oui. C'est ma toute première fois. Alors, bienvenue dans la grande famille de Eco Hebdo, Monsieur Diakité. À vous également, chers téléspectateurs, je vous remercie d'être encore une fois fidèles au poste et installez-vous confortablement. Nous allons donc commencer cette émission par la visite du président américain Barack Hussein Obama à Nairobi, donc au Kenya, qui est un pays quand même où est originaire, n'est-ce pas, on peut le dire comme ça, du président américain. Que peut-on retenir de cette visite quand même d'État du président américain au Kenya, Dr Aboudraman Koulibaly? Écoutez, il y a deux messages forts qu'il faut retenir par rapport à la visite d'Obama. D'abord, le choix d'abord des destinations. Le Kenya, c'est la quatrième économie d'Afrique noire, d'Afrique de manière générale. Et l'Éthiopie, en termes de perspective, les experts de la Banque mondiale prévoient une croissance à deux chiffres de 12% de l'Éthiopie, qui sera la plus grande croissance quasiment dans le monde. Donc je pense que le choix de ces deux pays est significatif. Ce qu'il faut retenir par rapport au programme d'Obama, il y aura un forum sur l'entrepreneuriat. Ça serait une manière pour de booster la croissance également sur le continent africain. Un message qu'il aura lancé à l'ensemble des chefs d'entreprise africains de pouvoir garder l'espoir et de pouvoir croire également que tout est possible. Il suffit seulement de travailler. Si c'est déjà d'ailleurs fait, parce qu'il a quand même donné des bouts. Nous allons écouter le président américain Barack Obama et juste après, nous allons revenir sur ce plateau. C'est le premier forum global des entrepreneurs en Afrique subsaharienne. Nous voulions venir ici, je voulais venir ici parce que l'Afrique est en marche. L'Afrique a l'une des croissances les plus rapides au monde. Les gens sortent de la pauvreté, les salaires augmentent, la classe moyenne prend de l'ampleur et des jeunes comme vous savent exploiter la technologie pour changer la façon dont l'Afrique fait des affaires. Et cela crée des opportunités incroyables pour l'Afrique et pour le monde. L'Afrique est en marche, dixit Barack Hussein Obama. Oui, l'Afrique continent de la croissance. Évidemment, l'Afrique et du devenir. L'Afrique évidemment en marche. Lorsque vous prenez la troisième conférence internationale sur le développement qui a eu lieu à Addis Abeba tout récemment, il a été dit qu'il y a près de 300 millions d'Africains aujourd'hui qui ont des revenus intermédiaires. Et lorsque vous regardez également les perspectives de croissance économique sur le continent, en termes de taux de croissance aujourd'hui, je pense évidemment que l'Afrique doit pouvoir captiver également tous les investissements. Et je pense qu'Obama l'a compris. Les foyers de tension existent en Amérique latine, les foyers de tension existent en Asie. Aujourd'hui, l'Afrique demeure également le continent d'avenir. Voilà ce qu'il faut retenir par rapport à l'entrepreneuriat sur ce continent. Moussa Kaba Diakité, une visite qui quand même est considérée comme étant historique parce que d'autant estime que le président américain Barack Obama n'a pas fait beaucoup pour le continent. Quelle est votre appréciation là-dessus? Au risque, merci monsieur, au risque peut-être de décevoir beaucoup de téléspectateurs, je dirais pour ma part que le président Obama a donné à l'Afrique tout ce qu'il pouvait donner. Je m'explique. En fait, ce qu'il faut retenir, à mon sens, de la présidence d'Obama, de son passage à la tête d'un pays comme les États-Unis, c'est davantage l'exemple qu'il a montré de par son parcours. Le fait qu'il ait démontré à toute la planète que l'on peut partir dans un État aussi bien structuré que les États-Unis
en ayant, si on peut dire, entre griffes, l'handicap de la couleur, partir de rien, pratiquement, si on peut dire, et se hisser à la force du poignet jusqu'au haut sommet d'un État aussi bien organisé, je pense que ça devrait pouvoir nous servir pour nous aussi comprendre et nous inspirer davantage. Surtout les jeunes. L'Afrique se fera par Oui, les Africains. absolument. Alors, docteur Abou Draman Coulibaly, nous le savons, le Kenya est quand même un pays fortement touché par les exactions, les attaques répétitives, n'est-ce pas, de ce mouvement Shebab. Véritablement, quel est le socle sur lequel doit s'appesantir la gouvernance kenyane aujourd'hui pour éventuellement embarquer, sinon solliciter l'aide américaine dans ce contexte assez difficile pour ce pays-là? Oui, effectivement, avant d'abord de répondre sur la question, c'est important de préciser une chose. À chaque président des États-Unis, à chaque administration politique, si nous prenons le mandat de Clinton de 1992, Clinton avait engagé l'AGOA, l'American Growth Opportunity Act, qui a permis notamment à plus de 55 000 produits agricoles africains d'être éligibles. Clinton également va pouvoir créer les conditions pour qu'il puisse avoir une émergence de l'immigration. Et lors du mandat de Bush fils, on va constater évidemment que toutes les problématiques liées à l'immigration avec la Green Card. La Green Card vont se développer. On va également voir l'approche des Millennium Challenge Account pour financer les infrastructures également sur le continent africain. Et ce que Obama offre à l'Afrique, c'est notamment ce qu'on appelle le Power for Africa, l'énergie. Aujourd'hui, l'électricité constitue ce qu'on appelle le facteur le plus important en matière de croissance économique. En permettant à l'Afrique de pouvoir réduire la fracture en matière d'électricité, Obama aura tout fait pour le continent africain. Je pense que c'est important de le dire. Je suis d'accord tout à l'heure, M. Diakité, quand je disais que M. Obama a tout donné à l'Afrique. Absolument. En donnant l'énergie, l'électricité à l'Afrique, il aura permis à l'Afrique de faire un bon substantiel par rapport à la croissance économique. Et je pense évidemment que nous devons l'encourager dans cette voie. Très honnêtement, l'autre aspect important sur lequel nous j'aimerais rapidement, avoir votre point de vue sur, je l'ai dit tantôt, ce pays qui est fortement touché par... minorité d'acier. On s'est trompé à la République du Mali. Dans le sol seul, n'importe. Quand un peuple fait confiance à la hauteur qui a été la nôtre, vous n'avez pas le droit de décevoir. D'aucune façon et nulle considération ne pourrait et ne devrait vous entraîner à cela. Le message, il est limpide, clair et précis. Désormais, c'est le nouveau contrat qui doit être de mise, n'est-ce pas, dans le compagnonnage, comme il a dit. Il va falloir désormais compter sur des compétences et nul ne doit aller à l'encontre de l'intérêt du Mali. Qu'en pensez-vous? Oui, si nous analysons, permettez-moi, M. Diakité, d'abord, si nous analysons de jour en jour, et aujourd'hui, la question que nous posons aujourd'hui, lorsque vous regardez les différents rapports qui ont été faits par le Bureau du Président général aujourd'hui, il faut des messages forts. Il faut des signaux. Et là, ça commence. Ça commence. Il faut des signaux forts à l'endroit des investisseurs. Parce que la corruption, on ne cessera jamais de le dire. La corruption est un véritable cancer qui gangrène des économies des pays africains. Imaginez que 5 investisseurs viennent créer de l'emploi au Mali et il doit pouvoir verser des rétrocessions, mais cela finit par surévaluer le coût de l'investissement. Et évidemment, dans le cadre d'une approche rationnelle, il ira vers d'autres pays. Donc, il est important aujourd'hui que nous puissions mettre les mécanismes de lutte contre toutes ces manipulations, toutes ces fraudes et toutes ces corruptions dans nos structures. Et c'est important de l'intégrer. Absolument. Un discours du président de la République qui rassure quand même Moussa Kabadjekiti. Bon, moi, si je peux me permettre, je prendrai le président au mot en disant que comme acte de patriotisme, il y a beaucoup de Maliens qui en ont à revendre. Il suffit aujourd'hui de confronter les capacités qui existent, ne serait-ce que dans le domaine de l'environnement, pour savoir que le potentiel que nous avons peut être très positivement transformé en richesse et en emploi pour les Maliens. Et d'ailleurs, je pense qu'il avait promis 200 000 emplois en 5 ans d'emplois nouveaux créés. Et comme je l'ai indiqué tantôt, rien qu'avec une seule filière, comme la gomme arabique, on peut arriver à ce genre de résultats. Très bien. Et en même temps, c'est une réponse idoine au gros problème des changements climatiques que nous avons en perspective de la COP 21, par exemple. Et parlant justement de la COP 21, quel peut être le lien entre la COP 21 et les déchets ménagers
Kabadiakité Moussa. Le lien, même s'il n'est pas évident, mais il est là. Le lien, c'est que les déchets ménagers transformés permettent de produire des arbres. Je fais un petit raccourci. Et ces arbres-là doivent être plantés et entretenus. Plus nous plantons des arbres, plus nous nous donnons les moyens de renverser la tendance ou, en tout cas, l'objectif qui paraît inatteignable aujourd'hui de 2 degrés Celsius, l'un des meilleurs moyens de l'avoir, c'est de planter autant d'arbres qu'on peut, où on peut. Or, les déchets nous donnent la capacité de planter autant d'arbres. En moyenne, chaque année, chaque Malien peut planter 2 arbres. Rien qu'avec les déchets que nous produisons. Mais pour cela, Moussa Diakité, il va falloir avoir un partenariat assez fructueux entre les différents prestataires de services. Mais comment mettre en synergie tous ces acteurs-là pour aller, n'est-ce pas, vers une convergence de points de vue pour nous sortir de là? Il faudrait commencer par partager la démarche avec les autorités qui sont le public, avec les autres intervenants, avec les autres... Quand je dis autres intervenants, il y a les familles, il y a les jeunes, il y a, en dernière analyse, ceux qui peuvent nous appuyer avec des moyens. Parce que ce sur quoi nous pouvons... L'intérêt de la démarche environnementale, c'est que nous pouvons faire une grande partie du chemin par nos propres moyens. C'est juste une question d'innovation, de création, de créativité plutôt. Donc là, nous pouvons faire beaucoup de choses. Il y a un complément nécessaire, bien sûr. Par exemple, un forage, une pompe, ça c'est nécessaire. Mais avant d'y arriver, on aura fait vraiment 75% du chemin, nous-mêmes. Donc il faut l'implication de tous. Évidemment, je pense que la question environnementale est une question profonde. Il faut forcément mettre en place un mode opératoire. Il faut ce qu'on appelle les PPP, les partenariats publics-privés. Il faut que le gouvernement puisse impliquer la société civile et également les privés. Qui est déjà en marche. C'est même important. Parce que qui parle d'environnement aujourd'hui parle également des effets néfastes. Parce que respecter l'environnement, en termes de marque à gagner, ça peut être réel pour nos agricultures. Et c'est la raison pour laquelle, lors de la COP21, qui est d'ailleurs le cœur, notamment de la stratégie diplomatique française depuis quasiment 10 ans, on parlera des fonds verts, des mécanismes de financement, des fonds de compensation, notamment de tous ces impacts du changement climatique dans les pays du Sud. Et l'Afrique doit tout mettre en œuvre pour pouvoir bien négocier et parler d'une même seule voix. Pour pouvoir notamment renforcer les fonds verts vers le continent africain. Parce qu'imaginez un instant que l'Afrique n'émet que 4% notamment des effets de serre au plan mondial. Mais nous sommes exposés quasiment à près de 60% des risques environnementaux. Ce n'est pas normal. Il faut que nous puissions notamment profiter à partir de ce fonds vert qui sera négocié à Paris dès le mois de décembre. Mais comment devions-nous quand même enclencher ces négociations-là pour qu'au moins les pays africains puissent parler d'une même et seule voix? Quelle est la démarche à suivre? À mon avis, il est possible de s'entendre sur des dénominateurs communs. Par exemple, toutes les grandes villes africaines, comme on parle de déchets, ont des problèmes de déchets. Comment valoriser les déchets? Ça dépend de quels moyens, qu'est-ce que nous mettons sur la table, de quoi nous avons besoin et pour quels résultats. Ça, c'est tout de suite quelque chose qu'on peut faire entre pays africains, chacun à son niveau et de façon agrégée. Et nous pouvons mettre ça comme proposition sur la table et voir aussi l'impact de ce genre de proposition sur les changements climatiques, dans le sens de la réduction. Donc, un premier exemple, on a parlé de murailles vertes. On peut y aller. Il y a toute la bande sahélienne, d'ici jusqu'à Djibouti, on peut planter des acacias. Et des acacias, aujourd'hui, nous avons le privilège d'être les seuls au monde, c'est-à-dire les pays sahéliens, à produire ce qu'on appelle la gomme arabique, un produit phare qui est une véritable opportunité d'affaires pour le Mali et pour les autres pays. Prenez ce que gagnent des pays comme le Soudan ou le Tchad dans l'exploitation de la gomme arabique. Il faut une synergie assez poussée dans les actions. Et avant COP21 qui va se tenir sous peu, il y a quand même la conférence internationale sur le développement qui s'est tenue la semaine dernière à Addis Abeba. Que peut-on retenir véritablement comme message, comme leçon de cette conférence internationale, Koulibaly? Oui, il y a 3 leçons importantes d'abord à retenir par rapport à cette conférence qui a été tenue à Addis Abeba. D'abord, les panélistes ont constaté le fait qu'il y a la naissance d'une classe moyenne en Afrique. On a près de 300 millions d'habitants, quasiment sur les 1,2 milliard d'Africains. Et ça, c'est vraiment un signal fort. Le deuxième élément qu'il faut retenir par rapport à cette conférence, c'est notamment le financement des collectivités territoriales. Il a été décidé évidemment qu'on va pouvoir engager d'autres modes opératoires par rapport au recours à l'emprunt obligataire, ce qui est interdit. Aujourd'hui, les collectivités territoriales pourront aller sur les marchés obligataires pour pouvoir se les financer. Le troisième élément qui est également salvateur, c'est la question de la lutte contre le VIH-Sida.
Aujourd'hui, et c'est l'occasion notamment de pouvoir remercier notamment le secrétaire exécutif de l'ONU-SIDA, que ce soit Michel Sidibé. Aujourd'hui, la question du SIDA est une question qui commence à être traitée de façon efficace. Si nous faisons un bilan aujourd'hui, quasiment en 40 ans aujourd'hui, le nombre d'infections par rapport au VIH-SIDA ont été réduits de moitié. Et aujourd'hui, l'accès aux rétroviraux aujourd'hui est tout à fait significatif. Donc, la question du développement a été longuement abordée par rapport aux pays africains. Nous attendons les assemblées annuelles, notamment des Nations Unies, qui doivent avoir lieu en septembre. Et je pense évidemment qu'il y aura une loi de programmation sur le développement au niveau de l'Afrique. Et nous espérons que cette loi sera profitable pour l'ensemble des pays africains. Moussa Kaba Diakité, nous constatons depuis quand même un certain temps la volonté affichée des autorités politiques africaines à mettre l'agriculture en avant pour, n'est-ce pas, créer de la richesse et amener ce continent-là vers ce boom, n'est-ce pas, économique. Qu'en pensez-vous? Je pense que l'agriculture, effectivement, est un bon levier. Encore faudrait-il qu'il y a deux défis majeurs auxquels nous sommes confrontés. Le premier étant le fait que aujourd'hui, malheureusement, nous constatons que la vente des terres a atteint des niveaux, des sommités, un phénomène qui était inconnu il n'y a pas longtemps. Et puis, deuxièmement, le fait que nous utilisons des intrants chimiques dont nous ne maîtrisons pas très bien l'effet sur la santé et de la terre et des hommes. Et il n'y a pas longtemps, nous vivions très très bien en produisant. Beaucoup diront que est-ce qu'on peut produire sans produits chimiques. Je pense que c'est un défi que nous devons nous lancer en nous-mêmes. Nous devons être respectueux de l'environnement en tout point, et pour nous nourrir et pour protéger notre environnement. Je pense que cela est possible en ayant une agriculture saine, mais où l'innovation permet de créer beaucoup de produits sains pour l'alimentation à la fois des hommes et des animaux. Nourrir tout en protégeant, n'est-ce pas, l'environnement, c'est un message qui quand même est très très important à retenir. Voilà donc ce qui referme ce numéro de Eco Hebdo. Je vous remercie vous d'être passé sur ce plateau. Dr Abou Draman Koulibaly, ancien chercheur à l'université de Bamako. Moussa Kaba Diakité, expert des questions environnementales. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je serai très heureux d'être là encore une fois avec vous la semaine prochaine pour débattre d'autres actualités économiques. Merci et à très vite. Merci.